Bienvenue sur Ici Écho. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a estimé que la guerre au Moyen-Orient est hors de contrôle et que le monde fait face au risque d'une guerre plus large et a appelé à épargner au Liban un sort similaire à celui de Gaza. Guterres a indiqué que la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz étouffe les flux de pétrole, de gaz et d'engrais à un moment crucial de la saison agricole mondiale et a également souligné que le moment est venu de mettre fin à la guerre américo-israélienne, appelant l'Iran à cesser d'attaquer ses voisins. En effet, le Liban est entré dans son 27e jour de guerre, dont les pertes viennent s'ajouter à celles déjà supportées par le Liban à la suite de la guerre de soutien à Gaza, dont le coût a atteint, selon la Banque mondiale, 14 milliards de dollars, dont 6 milliards 800 millions de dollars de pertes directes et 7 milliards 200 millions de dollars de pertes économiques supportées par les secteurs économiques. La Banque mondiale a estimé les besoins de relance et de reconstruction à 11 milliards de dollars. Et par un calcul simple, la guerre de soutien à Gaza a coûté au Liban quotidiennement 225 millions de dollars. Quant à la guerre de soutien à Téhéran, les estimations du ministère de l'économie et du commerce évoquent des pertes entre 60 et 80 millions de dollars par jour. Et les instances économiques ont estimé le coût quotidien de la guerre à au moins 100 millions de dollars. Ce coût comprend les dommages directs aux infrastructures publiques et privées, la baisse de l'activité économique ainsi que le coût direct de l'hébergement et de l'aide aux déplacés. Avec la poursuite de la guerre, nous suivons dans cet épisode et cette semaine également les répercussions de cette guerre sur le secteur économique. Et je reçois cette semaine le président du syndicat des agents et consultants immobiliers Walid Moussa et je reçois également le professeur Jasser Ajaa qui est chercheur en économie et en finance. Professeur Ajaa, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi. La banque d'investissement Goldman Sachs prévoit une contraction de l'économie libanaise de 9%, c'est-à-dire une croissance négative en 2026, et ce taux pourrait être encore plus élevé en cas d'extension de la guerre, en comparaison avec une croissance de 5% en 2025 et un recul de 7% en 2024 en raison de la guerre de soutien. En ce qui concerne les finances publiques, les estimations indiquent une baisse des recettes de 50% depuis le début de la guerre, avec un recul de l'activité économique, tandis que le Trésor continue de verser 250 millions de dollars par mois pour couvrir les salaires et les rémunérations, en plus des coûts liés à l'hébergement des déplacés, sans même parler du coût de la reconstruction après la fin de la guerre. Avec l'avancée de la guerre dans la région et au Liban, la situation économique devient plus sombre que jamais. Professeur Aja, sommes-nous réellement proches d'une stagflation pour l'économie libanaise? Monsieur Maurice, la peur n'est plus en fait au niveau de la stagflation de l'économie, mais c'est plutôt au niveau de la dépression. Parce que si c'est vraiment comme l'analyse, je dirais quelque part les experts politiques et militaires, que ce conflit pourrait s'étendre sur plusieurs mois, je pense qu'on a peur d'avoir une dépression sur plusieurs années avant de pouvoir en fait relancer notre économie. Mhm, Le paysage est très sombre, hein. mhm. Surtout comme vous venez de le mentionner. Donc, je dirais quelque part là, maintenant, la lumière est plutôt sur la Banque centrale, comment elle va se Nous comporter allons en discuter. relativement, je Nous dirais. allons en discuter. Mais quelles sont vos prévisions pour la période à venir et quels sont les scénarios économiques possibles concernant la contraction de l'économie en 2026? Si vous voulez, en fait, on est passé de 2019 à 2026 d'une crise de monnaie vers une crise structurelle. Au départ, en fait, on a fait une perte de valeur de la richesse des joueurs économiques. Donc, aujourd'hui, les agents économiques n'ont plus ce problème de perte de valeur de leur monnaie puisque tout est dollarisé. Mhm, Le problème est plutôt lié à gérer à la hausse des coûts relativement donc à la hausse du baril du pétrole, mais aussi mhm. à d'autres éléments comme la prime d'assurance ou autre chose qui viennent en fait s'ajouter et puis ça a endommagé pratiquement toute la structure économique, à savoir on commence par la consommation. La consommation, elle est frappée de plein fouet. Mhm. On a aussi le tourisme. Donc, jusqu'aujourd'hui, on estime à 74% la baisse de la recette
Et on a aussi la baisse de l'exportation parce que tout est cher relativement donc au coût de production pour les industriels, etc. Donc l'agriculture est aussi en panne, surtout le sud et la vallée de Bekaa. Donc on voit que même l'argent envoyé par les expatriés, donc tout ça, c'est vraiment, ça s'est réduit. Mhm, On estime à 5% le recul des envois des expatriés. Et donc vous voyez que on est devant un problème extrêmement grave, à mhm, savoir la réduction de la masse monétaire en dollars américains qui se trouve au niveau mhm, du marché. mhm. Et là, c'est pour cette raison, je vous ai dit que le point critique où la C'est lumière au niveau de la maintenant Banque est du sur la Liban. Banque centrale. Mais comment cette guerre a-t-elle transformé la contraction d'un phénomène monétaire à un phénomène structurel dans un contexte de dollarisation généralisée? Si vous voulez, en fait, au départ, il y avait une marge, je dirais quelque part, qu'elle assurait la monnaie nationale. Aujourd'hui, la monnaie nationale n'est plus vraiment utilisée comme étant une monnaie, c'est plutôt une sorte de commodity qu'on est en train d'utiliser tout simplement pour un certain nombre de Mhm, choses, à mhm, savoir le mhm, paiement des factures, le paiement des impôts et ainsi de suite. Mais la réalité sur le terrain, c'est qu'on est loin en réalité de ce que c'est une monnaie. Aujourd'hui, on a perdu cette marge, surtout avec la dollarisation. Maintenant, tout est lié à la masse monétaire en dollars qui se trouve sur le marché libanais. Et cette masse monétaire est en réduction continuelle suite à plusieurs choses. mhm, Et le problème essentiel aussi, c'est au niveau du gouvernement mhm, qui n'a plus la possibilité d'agir sur le marché parce que on le sait, les revenus donc ont diminué et puis aussi les dépenses ont augmenté. Donc, on a frappé l'économie en fait à plusieurs niveaux et c'est surtout les domaines de production de l'économie ou les secteurs de production de l'économie qui sont vraiment frappés. Et c'est pour cette raison que j'ai dit structurel parce que là, les politiques conventionnelles ne fonctionnent plus dans ce cas. C'est-à-dire, ce n'est pas en disant, voilà, je vais dépenser une telle somme que ça va régler le problème. Non, mhm, là, vraiment, on a besoin d'actions structurelles au niveau de l'économie mhm, totale pour pouvoir en fait mhm, sortir de la situation actuelle. Et là, comme je vous ai dit, la peur, c'est qu'on tombe dans une dépression qui pourrait s'étaler sur plusieurs années. Et mhm, ça pourrait être mhm. dramatique avec, bien sûr, vous savez, la destruction de l'économie se fait à une vitesse en général plus rapide que la Que la reconstruction de reconstruction l'économie. et la C'est pour cette relance, ça c'est raison. clair. Hmm. Mais l'impact de la guerre actuelle sur l'économie locale est énorme, notamment en raison des accumulations de crises depuis 2019. En 2025, la croissance économique a atteint à peu près les 5%, mais elle est intervenue après un recul de 7% en 2024. Actuellement, si la guerre se prolonge, la croissance économique se transformera en une contraction pouvant atteindre, selon certains experts, les 10%. Certaines prévisions indiquent une hausse du taux d'inflation en 2026 à 18,5% avec un taux de chômage pouvant dépasser les 46%. Quelles sont vos prévisions? Je pense honnêtement donc la hausse du baril de pétrole a fait aussi la prime d'assurance, le risk premium, donc a fait aussi l'inflation entre 15 et 20%. On ne peut pas savoir exactement, si vous voulez, le chiffre exact, mais c'est cet ordre de grandeur. Pourquoi on Mhm, ne connaît pas le chiffre exact? Parce qu'on n'a pas de chiffre, je dirais, mhm, presque en temps réel pour pouvoir réellement estimer. De toute mhm, façon, les modèles économiques nous donnent à peu près grossièrement entre 15 et mhm, 20% donc mhm, de hausse de l'inflation. Et ça, c'est dramatique parce que vous savez très bien, déjà, d'ores et déjà, on sait que le panier sur lequel on mesure l'inflation ne reflète pas la réalité de la consommation des Libanais après la crise de 2019. mhm, Maintenant, bien sûr, on pourrait estimer que le chiffre réel pourrait être beaucoup plus grand que ça si on réactualise le panier et mhm, on le rend un peu plus homogène mhm, avec la vraie consommation des Libanais. mhm, C'est pour cette raison, et j'aimerais bien signaler ça, si vous me le permettez, Monsieur Maurice, le fait que
l'inflation, si elle persiste dans une économie, elle devient comme un cancer. Ce n'est plus en fait facile, ce n'est pas facile de l'enlever après. Mhm, mhm, Vraiment, ça pourrait prendre des décennies pour pouvoir enlever mhm, l'inflation. mhm. L'inflation est vraiment une vraie maladie. Le problème, c'est que les politiques gouvernementales ne sont pas à la hauteur, je dirais, quelque part, de cette crise d'inflation. Mhm. Je reviens à la Banque du Liban. Donc, selon le bilan financier, ce bilan montre une baisse des réserves en devises étrangères entre mi-février et mi-mars 2026, passant de 12 milliards 100 millions de dollars à 11 milliards 660 millions de dollars, soit une diminution de 440 millions de dollars. Et la Banque du Liban continue également de verser les 250 millions de dollars par mois à 350 000 déposants, conformément aux circulaires 166 et 158. Quelles sont les conséquences de l'épuisement des réserves de la Banque du Liban à ce rythme, notamment alors que la facture mensuelle des importations dépasse 1 milliard de dollars? Est-il vrai que les réserves pourraient ne pas suffire pour plus de 10 mois avec un seuil critique qui est fixé à peu près à 9 milliards 500 millions de dollars? Vous dites quoi, professeur? Comme vous venez de le dire, comme vous venez de le dire, en général, il y a une autre mesure des réserves de la Banque centrale. C'est ce qu'on dit en fait, les réserves en nombre de mois Mhm, d'import. Et donc, bien sûr, si on divise ce qu'on a actuellement par la facture mensuelle qu'on paye, bah, effectivement, ici, dans ce cas, on estime que globalement, on a quelque chose comme une dizaine de mois, mhm, peut-être un peu moins, jusqu'aux 8 mois. Ça dépend des engagements donc des banques mhm, à l'étranger. Mais le problème n'est pas justement donc juste là. Le problème est encore beaucoup plus grave. La Banque centrale, elle se confronte en fait à un scénario assez terrible. Le budget national est d'ores et déjà, on peut le confirmer, est en déficit ou il sera en déficit à la fin de l'année. mhm, La question principale, qui va financer ce déficit? La Banque centrale, elle a le choix entre soit épuiser donc les réserves obligatoires et qui ne sont que d'autres que l'argent des déposants, ou de l'autre côté, donc aller vers le compte 36, qui est le compte du gouvernement libanais en livres libanaises et qui contient des sommes astronomiques. On parle de 1000 trillions de livres libanaises dans ce compte à peu près. Alors, il va prendre cet argent, donc la livre libanaise, et il va injecter au niveau du marché. Et mhm, là, effectivement, donc là, on revient au problème du taux de change. mhm. Si ces réserves, si la Banque centrale intervient pour pouvoir défendre la livre libanaise à 89 500 livres libanaises, bah là, dans ce cas, effectivement, bah, les réserves vont disparaître petit à petit Mhm. jusqu'à ce qu'on perd ou on arrive à un seuil où la Banque centrale arrête automatiquement donc de défendre la livre libanaise. Pourquoi? Parce que ce seuil, c'est un seuil mécanique, donc en dessous duquel la banque ne pourra plus rien faire. Mhm. Alors, si vous me permettez, pour un mot sur les réserves obligatoires, donc globalement, les réserves en monnaie étrangère de la Banque centrale, depuis quelques mois, ils ont transformé l'argent liquide, ils ont acheté avec ça des instruments financiers Ah, étrangers qui donnent des revenus, des return on investment. Et donc, ça tout en fait utilisant une partie de ces réserves obligatoires. Voilà. Et donc, Ah, ces instruments financiers sont liquides aussi. Donc, du mhm, moment où la banque a besoin de cet argent, automatiquement, elle pourra sans aucune difficulté les revendre sur le marché. D'après les chiffres que j'ai, jusqu'au mois de janvier, fin janvier, ils ont pu réaliser une plus-value donc assez intéressante donc, par rapport à ces investissements.
je sais que la banque est très prudente relativement à ces investissements parce Mhm, que vous savez, c'est vraiment le dernier barrage devant la crise qu'on est en train de vivre. Mais je pense honnêtement que la Banque centrale ne pourra plus vraiment jouer son rôle de défense, que ce soit pour la monnaie nationale ou même pour financer les importations. Parce que dans le deuxième scénario, si la Banque centrale refuse, et je doute là-dessus puisqu'il y a l'article 91 du Code de la monnaie et du crédit, mhm, si la Banque centrale refuse de financer le déficit du gouvernement, mhm, dans ce cas, ça veut dire que tout simplement, on aura un manque assez terrible donc mhm, des dollars mhm, sur le marché. Et ça pourrait entraîner, écoutez bien ce que je vais dire, ça pourrait entraîner une baisse des importations importante et que pourra attaquer ou plutôt menacer trois secteurs principaux, à savoir tout ce qui est lié à l'énergie, l'essence, etc., etc. Deuxièmement, donc les médicaments. Et puis troisièmement, tout ce qui est produits alimentaires. mhm, Donc, c'est pour cette raison, je pense honnêtement qu'on est dans une situation assez critique. Et c'est pour cette raison, je vous ai dit que notre problème n'est plus un problème de perte de la valeur de la livre libanaise comme c'était le cas en 2019. On est dans un problème plus structurel, plus profond et qui touche même le fonctionnement des institutions officielles, à savoir la Banque centrale et mhm. même le secteur privé. Il n'est pas en mesure, je dirais, quelque part, de pouvoir continuer à travailler. C'est comme si rien n'y était. Mhm. Professeur Jassem Aja, vous êtes chercheur en économie et en finance, je vous remercie. Merci à vous. Et je reçois le président du syndicat des agents et consultants immobiliers, Walid Moussa. Toujours un plaisir de recevoir Monsieur Moussa. Bonjour Maurice. Entre l'humanité de l'hébergement et la sensibilité des zones, une ligne fine peut être déterminante au tic-tac d'une bombe à retardement dont personne ne sait où elle explosera, quand ni comment. Les appartements loués ne sont pas à l'abri de cette menace où le choc entre des propriétaires inquiets ou mécontents et des déplacés perdus dans les méandres du destin ne reflète qu'une société anxieuse où il n'y a pas place pour l'exception. Le marché locatif flotte à la surface d'une demande illimitée de gré ou de force sans choix, mais cette fois-ci n'est pas comme les précédentes vagues de déplacement. Peut-on dire que la guerre et ses répercussions ont plongé le secteur immobilier dans le chaos, en particulier le secteur des mobiliers? Aujourd'hui, on est dans une situation assez sensible pour pouvoir trouver un équilibre entre l'humanité et la sécurité. Mhm, Euh, le marché est difficile à lire. Il est tendu, désorganisé, et il est vraiment, il y a une forte dimension mhm, émotionnelle dans les décisions. mhm, Les gens ont peur. En contrepartie, il y a des réfugiés, des déplacés qui ont besoin d'un toit au-dessus de leur tête. mhm, Euh, on est dans un défi assez grand, un défi de logement, une crise sociale euh, qui pourrait avoir des répercussions pendant une longue durée. Monsieur Moussa, qu'en est-il de la demande de location depuis le début de la guerre, surtout qu'une grande partie des propriétaires refusent de louer les logements résidentiels? La demande locative a fortement augmenté pendant Mhm, les dernières trois mhm, semaines, surtout dans les zones considérées comme sûres. mhm, Euh, mais malheureusement, dans cette guerre-là, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de produits mhm, disponibles pour louer. Et pour plusieurs raisons. Là, on remarque que les propriétaires ont peur. Il y a une certaine peur chez les propriétaires pour leur sécurité, surtout quand on voit ce qui s'est passé à Marta al Hazmi il y a quelques jours. mhm, Euh, on ne peut pas contrôler les gens qui habitent nos maisons, nos appartements, mhm, même avec euh, euh, le contrôle qui est fait par les municipalités. Il y a des fuites mhm, et comme on l'a vu à Marta'la, il y avait une femme qui est venue et a loué l'appartement. On avait mhm, fait le security check et tout paraissait normal.
Et soudainement, Mhm. il y a son mari qui arrive et Il y a eu il y l'attentat. a eu l'attentat. Mais quelle est l'importance de signer des contrats entre propriétaires et locataires permettant aux propriétaires de demander l'évacuation du logement après environ 2 ou 3 mois à partir de la date de signature du contrat? Avant d'y arriver là, je Oui. voudrais continuer avec les raisons pour lesquelles les propriétaires ne sont pas en train de louer leurs appartements. Mhm. Euh, il y a aussi, disons, un mécontentement, disons, des propriétaires qui considèrent que ces gens-là euh, font partie de la décision de la guerre. Mhm. Et il y a beaucoup de discours pleins de haine et qui ne favorisent pas, Mhm. disons, l'acceptation Mhm. de ces gens-là, de ces réfugiés ou déplacés. Mhm. Alors, et troisièmement, euh, les propriétaires ont peur que ça dure et que ces déplacés-là n'auront plus les moyens de payer les frais de location. Et dans ce cas, il faudra rentrer dans des problèmes juridiques. C'est ça. Et, et c'est pour ça qu'on peut parler des contrats. Donc on passe à l'importance de signature de ces contrats. Les contrats. Chaque location doit se reposer sur un contrat de location très clair. Ces locations-là, si on veut louer pour une courte durée, le code des obligations euh, et des contrats stipule dans l'article 543 Mhm. que la durée est au profit du Mhm. locataire, une durée de 3 ans est au profit du locataire. Mhm. Mais dans ce même article-là, il y a des exceptions Mhm. et on parle là des locations saisonnières. L'exception des locations saisonnières permet de louer pour une période courte. Et Mhm. c'est pour ça qu'il faut faire des contrats en précisant que ce sont des contrats de location saisonnière pour 2 ou 3 ou 4 mois. De cette façon-là, quand les 2 ou 3 ou 4 mois seront passés, le propriétaire pourra reprendre sa propriété. Et dans ces contrats-là, il faut préciser le montant, la durée. Il faut être très précis, surtout quand on parle des appartements qui sont meublés. Et on parle aussi des garanties, parce que dans les appartements meublés, il y a des sommes de garantie qui sont payées d'habitude. Et il faut aussi préciser concernant les prix, parce que on me demande toujours, C'est ça. Qu'en est-il du coût élevé des loyers, notamment pour les locations de court terme? par nature, les locations de court terme sont beaucoup plus chères que les locations à long Long terme. terme. Alors, si, par exemple, un appartement est loué d'habitude à 500 dollars par Mhm. mois, si on le loue pour 2 mois, Mhm. on pourrait, le même appartement sera entre 800 et 1000 dollars par Mhm. mois. Alors, par nature, là, les courts termes sont beaucoup plus. Euh, le prix d'un appartement à court terme est beaucoup plus élevé Mhm. qu'un prix à un appartement à long terme. Et en plus, quand il y a une demande qui est beaucoup plus élevée que l'offre, dans la nature des choses et dans un marché libéral, et, les Mhm. prix vont augmenter. Mhm. Mais il ne faut pas abuser. Ce qu'on essaye là de préciser, il ne faut pas abuser des prix. Il ne faut pas abuser de ces gens-là qui viennent et les déplacés viennent vraiment dans une situation euh, euh, Mhm. Mais juste pour dire que le bien immobilier ou le logement est une propriété privée, personne ne peut être contraint de louer. Le propriétaire est donc, il a le droit de ne pas louer, tout comme il a le droit de demander le prix qu'il souhaite. Et il revient à l'autre partie souhaitant louer d'accepter ou de refuser. Vous êtes d'accord? Bien sûr, Hmm. il faut protéger Hmm. le droit de propriété privée. Et Donc cela donne droit au propriétaire de demander les valeurs locatives qu'il souhaite. de un, il est libre de louer ou de ne pas louer. Hmm. De deux, il demande le prix qu'il veut. Et c'est Hmm. au Hmm. locataire d'accepter Hmm. ou de refuser. Hmm. Monsieur Moussa, vous considérez que l'État a le devoir d'assurer des centres d'hébergement dans des zones non sensibles sur le plan partisan et confessionnel afin d'éviter les tensions alors qu'actuellement de nombreux centres d'hébergement sont encore disponibles et peuvent accueillir de nombreux déplacés, mais que ces derniers refusent et insistent pour rester dans les rues.
C'est une question très sensible. Il ne faut surtout pas créer des centres d'hébergement dans Mm, les lieux mm, sensibles. Et on a vu ce qui s'est passé à Carantina. Il faut savoir, c'est la responsabilité de l'État de trouver des centres d'hébergement, un toit pour tous les gens qui sont déplacés. mm, Mais aussi, il faut que les déplacés comprennent bien qu'ils n'ont pas le choix ils ne peuvent pas choisir mm. où, Ou partir et où tout. partir ou s'ils aiment bien être dans Mm, ce centre d'hébergement ou dans l'autre mm, centre d'hébergement. mm, Il faut maintenant à tout prix trouver un toit. On est en plein hiver. On voit bien la pluie dans mm. les rues. Euh, il faut être conscient que l'État n'a pas les moyens non plus. Et on Mais est quand... dans une situation Oui. économique, dans une crise économique, Mhm, et l'État n'a pas ses grands moyens. mm, Et on ne voit pas beaucoup d'aides. On n'est pas en 2006 mm. où les aides venaient des... Arabe, là, etc. on Oui. est seul. Mm, Et, je ne vois pas, disons, même si la guerre va durer, je ne vois pas qu'on aura beaucoup d'aides dans cette mm. situation. Ça, c'est clair. Il y a une décision claire, nette et précise et, disons, du climat international, d'en finir avec la Mm, situation et d'en finir avec le problème du Hezbollah. mm. Walid Moussa, est-ce que nous allons assister à une véritable impasse après la guerre, sachant que la poursuite de la destruction, de la politique, de la terre brûlée et du déplacement rendra des centaines de milliers de personnes sans logement d'origine? Ce qui est vraiment dangereux, ce qui va venir après la guerre. Parce que là, il est clair que Israël a l'intention d'arriver jusqu'au Litanie. Mm, Et là, on aura à peu près 500 000 déplacés dans les rues vers le nord. Euh, Est-ce qu'on pourra les garder dans les écoles? Et si Israël reste pour 5 ans, 10 ans, 20 ans en occupation de la zone du Sud? Et on a les déplacés qui sont dans le nord. Que faire avec les déplacés? Comment pouvoir les mm, organiser? mm, Est-ce qu'on a les moyens? mm, On a une crise sociale énorme qui vient après la guerre, une crise de logement, une crise peut-être au niveau de la sécurité. Euh, et il faut savoir comment résoudre ce problème. Il faut mm. déjà commencer à mettre des plans pour ce futur-là qui nous semble un peu sombre. Euh, la crise de logement sera un, un vraiment Mm, des points à prendre en considération très sérieusement dans le mm, futur en cas où il y a une invasion israélienne dans le sud. mm. Qu'en est-il du secteur immobilier depuis le début de la guerre en ce qui concerne les opérations de vente et les projets immobiliers sont-ils arrêtés ou toujours en cours? Il est normal maintenant que il n'y a pas vraiment de demande Mm, d'achat. Et on n'est pas dans la situation où on dit acheter au son des violons parce que euh, les prix sont toujours persistent élevés mm, et il est encore tôt de dire qu'il y a eu une chute des prix. Alors, dans cette situation, s'il n'y a pas une chute ou une baisse des prix, mm, et les investisseurs ne vont pas acheter. Alors, en tant que transaction immobilière, on ne voit pas des mm, transactions immobilières. Bien sûr, le Sud, il n'y a aucune transaction dans le Sud. Et dans la partie Nord, peut-être quelques transactions très spécifiques. mm. Euh, et en ce qui concerne, quelle était Et la en ce deuxième qui partie de la concerne les question? projets immobiliers? Oui, les projets immobiliers dans la partie sud, ils sont tous en arrêt. Dans la partie nord, de Beyrouth jusqu'à la partie nord, les projets qui étaient en construction, ils continuent bien leurs travaux parce qu'il y a des engagements Mm, à finir. mm. Mais à voir avec les coûts de construction qui augmentent maintenant. Et, C'est ça. Comment la hausse mondiale des prix et donc du baril de pétrole aussi se répercute sur le coût de la construction et cela aura-t-il un impact sur les prix? bien sûr, ça va avoir un impact sur les prix. Les prix vont augmenter parce que les coûts de construction vont Mm, augmenter et ça va de soi. mm, Mais à mon avis, on vit dans une période instable et il faut attendre un peu à voir mm. combien la guerre va durer pour Durée. pouvoir vraiment dire si les coûts de construction vont augmenter à long terme. Ça Mhm, pourrait être une période transitoire. Alors,
Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attendre et voir ce qui va se passer avec la guerre. Walid Moussa, vous êtes le président du syndicat des agents et consultants immobiliers. Je vous remercie. Merci, Maurice. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez voir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.